Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Hebdo de la médiation. Depuis quelques semaines maintenant, nous revenons sur des idées reçues à la façon de Gustave Flaubert, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, nous allons revisiter une idée reçue particulièrement. Cette phrase, vous l'avez entendue un peu partout, vous l'avez entendue même dans des discours politiques, vous l'avez entendue au quotidien. C'est cette phrase-là. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est vrai que cette phrase, elle est tentante et on a envie de la croire. Mais nous allons, avec Jean-Louis Lascou, qui est là aujourd'hui pour échanger sur cet élément, nous allons revisiter cette idée reçue, la décrypter et regarder quelles en sont les conséquences dans la médiation, c'est-à-dire dans l'accompagnement de la qualité relationnelle et de la résolution des conflits. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jérôme. On a fait une super émission hier, tu sais, avec Préventica, hein. On était librement en accès, sympathique, et avec des amis. Donc on a fait un super truc. Ça j'aime bien moi. J'aime bien ces moments de liberté. Mais c'est vrai quand tu dis la liberté des uns s'arrête à celle des autres, ce qui est une idée. Plus qu'une idée reçue, hein, parce que c'est quelque chose qui est imprégné. Enfin, quand on parle d'idée reçue, euh, c'est quelque chose qui fait loi, en fait. Et ça fait loi depuis longtemps. Parce qu'on peut se dire, mais en fait, c'est avec le contrat social que ça a été inventé, cette idée-là. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est en fait, ceux qui ont inventé le contrat social n'ont rien inventé du tout. Ils ont formalisé quelque chose. Et c'est quand même c'est intéressant de revenir sur ce genre de choses parce que savoir comment on considère la liberté, eh bien déjà il faut savoir si c'est la grande discussion. Est-ce que naturellement nous sommes libres? C'est-à-dire que est-ce que le fait de ne pas choisir notre humanité, par exemple, hein, ce qui peut paraître un peu ridicule de pouvoir dire ça, parce que tu vas dire ah ben j'ai pas choisi de naître. Moi je me souviens j'ai pu penser ça hein, quand j'étais enfant, j'ai pas choisi de naître et de dire aux autres mais c'est vous qui avez choisi pour moi de me mettre au monde, hein, vous pouviez m'abattre plus tôt ou eh ben, je continue d'exister. Alors, comme j'avais fait des formations pendant longtemps dans les banlieues parisiennes, j'avais pas mal de gosses aussi qui disaient ça. Ils disaient, mais j'ai pas choisi de naître, hein. Donc, c'est aussi à la société de m'accueillir. Et c'est pas faux, ça aussi en même temps, de se dire, mais si t'as pas choisi, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une continuité de l'humanité par l'individu, puisqu'il ne choisit pas? Donc, c'est pas une liberté de naître. Déjà, déjà, c'est c'est Déjà, pas on part rien. mal. Comment? Oui, on part Déjà. pas simplement, hein. C'est pas une liberté que de choisir, que de naître. Est-ce que c'est une liberté après que de continuer de vivre? Ben, c'est aussi une grande question. C'est qu'est-ce qu'on fait de son existence une fois qu'on est là, hein? C'est le choix de poursuivre. Alors, on peut se dire, ben oui, ça peut être une liberté parce qu'en fait, le suicide est possible, hein. Donc, Le suicide est possible, néanmoins, selon si on adhère à une morale particulière, là, par contre, on considère que le suicide nous amène aux enfers. Donc, on n'est pas totalement libre si on est embarqué dans une conception moralisatrice du oui. corps qui appartient à un être suprême. Alors, oui, oui, enfin, c'est toujours, on invente quelqu'un, un homme invisible, et puis c'est lui qui fait la loi. Donc c'est toujours assez marrant ça aussi. Mais le fait de se dire, ben, est-ce que je suis libre, libre de continuer à mal vivre mes états émotionnels? C'est-à-dire que les gens peuvent faire un choix, hein. Moi, j'ai eu dans ma vie, dans mon enfance, ça a commencé comme ça, hein. Un grand événement de ma vie, ça a été le choix de mon père de se dire, bah, j'arrête de vivre. Est-ce que c'était libre, ça? Est-ce que c'était un choix en toute liberté? Mais en fait, est-ce que je suis libre quand je ne sais pas faire autrement? Est-ce que je suis libre lorsque j'abandonne?
Est-ce que je suis parce que ma liberté, après, ben, une fois que j'ai choisi d'arrêter de vivre, ben, j'ai pas de continuité pour pouvoir vérifier si j'ai eu raison d'arrêter. Donc c'est quand même assez illusoire de se dire voilà, je peux choisir d'arrêter de vivre. Donc je ne fais pas le choix de vivre de ma naissance. Et après, ben, qu'est-ce que j'ai comme possibilité d'exercer ma liberté? Ça, c'est une question qui est souvent posée chez les philosophes et qui apporte des réponses, comme tu disais, des réponses qui sont d'ordre religieuse. On invente un être suprême et puis c'est lui qui fait faire la loi. Hein. Puis, comme on l'a bien inventé et puis qu'on a fait ça, on a imposé comme étant la règle relationnelle de la vie en société, eh bien, on l'impose aux autres et donc les gens ne sont plus libres de croire en d'autres choses. Hein. Donc, et attention, s'ils ne respectent pas le personnage inventé, hein, le personnage de fiction, eh bien, il risque de mourir. Donc, on est dans un paradoxe permanent quoi, par rapport à l'exercice de la liberté. Donc, il y a des questions comme celle-là et auquel il est difficile de répondre de manière très claire. Alors, c'est le fait de pouvoir se dire, est-ce que je suis libre de moi-même et je suis libre dans mes relations? Est-ce que je suis libre de la vie en société? Donc, on voit bien, par exemple, un Robinson Crusoe. Est-ce qu'il est libre tout seul? Ben, c'était deux fois, il avait vraiment gambergé à ça. C'est sympa. Il y a des romans comme ça, hein, des choses où en fait les gens se disent, mais est-ce que c'est vraiment de la liberté que de s'extraire de la vie en société? C'est-à-dire, je ne vais plus me plier aux exigences de la vie en société. Est-ce que je suis libre comme ça? Hein, c'est ça, la notion de liberté, elle n'est pas simple. Non, parce que là, ça ressemble finalement à une fuite. Une fuite, c'est l'abandon en fait de la situation parce qu'elle ne nous convient plus. Mais cet abandon, c'est ce qu'on a vu dans les réponses en adversité, dans les solutions en adversité d'un conflit. L'abandon, c'est une solution en adversité. Donc, est-on vraiment libre quand on est en adversité au final? Et oui, alors, mais tu vois, je reviendrai un instant quand même sur le parcours de la relation avec la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, la première des choses, la première discussion, c'est celle de l'état de conscience de la personne qui parle de sa liberté. C'est-à-dire que si je ne suis pas conscient, si j'ai pas un référentiel de savoir et de prise de compréhension des choses, bien, ça m'est difficile de revendiquer un état de liberté. C'est-à-dire que, et puis une fois que je suis conscient, ben, je me confronte au questionnement sur la relation de liberté. Par exemple, un enfant, il n'est pas bien, bon, il est pas conscient même d'exister forcément. Hein. Il est dans une continuité d'existence, hein, comme je dirais comme un ver de terre, hein, ou comme après c'est quand émerge la conscience, elle émerge d'une manière partielle. Elle est pas pleine et entière. Elle n'est pas constante. Elle est pas 100%. C'est-à-dire que si j'étais conscient à tout moment de tout ce que je fais, ben, c'est comme si je suis en train de pédaler sur un vélo et que je suis conscient que je suis en train de pédaler. Ben, je pédale moins vite que si je ne suis pas conscient que je suis en train de pédaler. Donc, le phénomène de la conscience n'est pas sans conséquence sur ma manière de vivre et sur la manière de vivre la vie. Tu vois, on peut regarder, par exemple, sur les chats, les chiens, les animaux hein, qui ont un cerveau quand même assez développé. Hein. On va laisser la crevette de côté et puis le ver de terre. Que ça peut être même des animaux, des mammifères marins qui ont des consciences particulièrement développées, comme les baleines, les dauphins, etc. Bon. Et c'est vraiment des états de conscience qui nécessitent aussi un dialogue, une prise de parole. Donc, pour pouvoir parler de liberté, il faut pouvoir la nommer. Il faut pouvoir avoir vécu, je pense, une privation de liberté. Parce que la personne qui n'a pas faim, elle saura jamais ce que c'est que d'avoir faim.
Hein. Mais c'est ça, la liberté, elle se regarde au travers de ce dont je suis conscient que je n'ai pas ou que j'ai pas eu. Donc c'est ça la question. Et tu vois, ce qui m'a intéressé dans cette recherche-là, dans cette réflexion, c'est tout le parcours que j'ai pu faire en réfléchissant et en confrontant les connaissances et la réflexion des humains dans l'histoire. Il y a une sorte de généalogie. J'ai vu, par exemple, on peut rechercher chez les Mésopotamiens avec Gilgamesh et Enkidu, qui sont des fondateurs dans la réflexion sur la liberté. C'est-à-dire qu'ils recherchent quelque chose. La recherche humaine, elle est là et elle ne peut pas être parfaite si nous ne sommes pas libres. Mais alors, pour être libre, il y a toujours ceux qui disent, attention, la liberté, si on abuse d'être libre, on risque d'atteindre à la liberté d'autrui. Hein. Donc, c'est ça, la difficulté, elle est là. Et tu vois, quand je regardais sur la réflexion des Mésopotamiens, avec justement Gilgamesh et Enkidu, c'est vrai que c'est une réflexion de base. Je veux dire, c'était dans la civilisation qui était en train d'émerger, et puis je pense qu'on est encore en émergence de civilisation, hein, mais dans la civilisation qui était déjà, enfin, il y a 4000 ans peut-être, je ne sais pas quelle période ça pouvait être écrit réellement ou pensé réellement, peut-être 8000 ans, je ne sais pas. Ces mythes, ces gens qui ont commencé à penser en termes de conscience plus développé que la seule fait de tiens, j'ai peur, je dois fuir. Hein, c'est la conscience de l'instinct ou de la situation de menace, c'est la personne qui commence à réfléchir au sens de la vie. Hein, comme on a pu l'initier tout à l'heure. Commencer à réfléchir en termes de quel est le sens de la vie, c'est ça, c'est ça qui nous a le plus marqué avec cette histoire de Gilgamesh et d'Enkidu. Et puis après, on le voit, les Égyptiens. On le voit aussi du côté asiatique, parce que très souvent on parle et puis on se dit, mais on se réfère à un côté européen, comme s'il y avait que les Européens qui avaient réfléchi au sens de la vie, tu vois, ou que c'était que les courants. Il faut voir que les Mésopotamiens, c'est pas les Européens, hein. Même si on a tendance à le revendiquer. L'Égypte, l'Égypte, dont la Grèce a été fortement héritière de la mythologie, ben, l'Égypte, c'est pas non plus les Européens, hein, mais on a tendance à s'approprier comme ça, dans cet environnement culturel, l'évolution de la conscience et même la naissance de la conscience. Alors que sur les territoires en question, hein, les hommes étaient encore dans des cavernes, alors que dans les autres, en Mésopotamie, ils étaient déjà dans des phases de civilisation. Donc, il y a eu une expansion. Et c'est vrai que quand on regarde du côté asiatique aussi, il y a eu des évolutions fortes, que ce soit par exemple Lao Tse avec Confucius et toutes les réflexions qu'il y a pu y avoir. C'est vrai que c'est très intéressant. On partagera. J'ai commencé à faire un texte approfondi sur le sujet et je le partagerai pour les personnes que ça intéresse. On fera un lien, on fera un document. Et parce que c'est vrai que c'est riche et que ça nécessite quand même pas mal de réflexion. Et on peut comme ça voir que c'est plus intéressant, non pas de regarder la liberté en tant que il faut empêcher les autres ou il faut se limiter soi-même, mais de voir comment on peut apprendre à être libre. Parce que c'est ça, hein, il y a ceux qui figent la liberté dans les textes en disant vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela. Et puis, il y a la réflexion fondamentale, qui aujourd'hui est quand même assez oubliée. Il y a plus cette réflexion fondamentale, je dirais quand je vois, par exemple, avec catastrophe, hein, des gens comme Michel Onfray, que j'avais beaucoup apprécié pendant longtemps, et puis qui maintenant, en fait, fait de la ressucée de connaissances. Il y a plus de réflexion. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent au sens de la vie en société. Aujourd'hui, il faut faire du business
avec la vie et donc prendre des mesures par rapport au business de l'existence. Et donc, oui, c'est vrai, sur le coup, il y a des modèles de pensée qui sont très arrêtés sur le fait d'être libre. C'est le libre-échange, par exemple, là, ça marche. C'est le business. On le voit, mais c'est incroyable ce qui s'est passé aussi par rapport au fait de, si tu as quelqu'un qui vient, un étranger qui va en Angleterre, il y a eu un échange incroyable qui s'est fait là, une décision qui a été prise, qui fait que si tu as un étranger qui est pas bien reçu en Angleterre, qui est viré d'Angleterre, il est renvoyé en France, et en quel cas la France va pouvoir elle-même donner un visa à quelqu'un qui sera choisi pour aller en Angleterre. C'est quand même incroyable, quoi. La liberté, elle se monnaie. C'est-à-dire qu'une vie contre une vie, une mauvaise vie, c'est-à-dire que la personne, on va considérer qu'elle est de mauvaise vie, pas appréciée, alors qu'on ne sait pas quel est le secret de cette personne, hein. Elle va peut-être mûrir, apporter quelque chose d'absolument extraordinaire, alors qu'elle est actuellement dans grande difficulté d'existence. Et puis, on va la dealer, on va la dealer. Donc, la liberté, elle est morcelée, elle s'arrête aux frontières. Elle est c'est quand même terrible de voir où on en est aujourd'hui par rapport à la liberté. Alors c'est très intéressant aussi d'entendre ça, c'est que la liberté est limitée. Une liberté limitée, c'est plus une liberté, parce qu'elle est ou elle n'est pas. Et on ne peut pas être à peu près libre, un petit peu libre. C'est libre ou pas libre. Et Et oui, ça a des conséquences après sur la médiation, parce que certains pensent que un conflit, c'est l'expression de deux libertés. ah oui, oui, ça c'était une grande discussion. Je t'ai proposé de ne pas donner le nom de l'auteur, mais parce qu'en fait, il s'inspirait de Kant, hein, c'est-à-dire que savoir en fait qu'est-ce qu'une personne fait réellement lorsqu'elle est en conflit. C'est ce qu'on a pu observer. Moi, j'ai fait un choix comme ça. C'est pour ça j'ai développé une idée qui consiste à dire que la liberté, je ne peux vraiment être libre, apprécier ma liberté qu'à partir du moment où je peux intervenir sur moi et ne pas me laisser emporter par des états émotionnels qui feraient que plus tard, je me dirais, ah, si j'avais su. Si j'avais su, eh bien, ça veut dire que plus tard, je découvre que j'étais ignorant et que cette ignorance-là, elle m'a privé de liberté. Que si j'avais su, eh bien, je n'aurais pas exercé cette absence de liberté et je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et donc, je vis avec un regret de ne pas avoir été plus libre avec un savoir plus conséquent. Donc, il faut bien comprendre que la liberté, ça s'apprend. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on accompagne des personnes en conflit. Elles ne sont pas libres parce qu'elles sont embrigadées, elles sont enfermées dans une posture, dans des positions, et elles ne voient plus comment faire autrement, ni comment réfléchir autrement. Elles sont complètement enfermées. Donc, les personnes en conflit ne sont, par définition, pas libres, mais contraintes par leurs craintes, leur ras-le-bol, leur souffrance, leur douleur, tout ce que vous voulez, mais elles sont contraintes. Donc, un conflit n'est pas l'expression de deux libertés, mais l'expression de deux contraintes. Et oui, et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui va faire la différence entre le droit, la décision judiciaire, hein, qui est contraignante, qui est privative, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai mis en valeur. Mais il faut bien quand même le reconnaître. C'est tout simple. Mais quand je dis le reconnaître que le système judiciaire est un système qui est privatif de la liberté de décision. Alors, je ne suis pas en train de parler, qu'on soit très clair, je veux être très clair, je ne suis pas en train de parler je mélange pas tout. Donc, la décision qui est par rapport à quelque chose qui est considéré comme étant un crime, comme étant un délit,
Je parle de ce qui est de l'ordre du contrat, de ce qu'on appelle la relation contractuelle, les relations d'une manière générale. C'est-à-dire, je suis avec quelqu'un, je discute avec quelqu'un, ne m'entends plus avec cette personne, et je vais faire appel à un arbitre, juge, pour décider qui a tort et qui a raison au regard des éléments juridiques contemporains. D'ailleurs, c'est toujours ça, par rapport à l'ordre actuel. Peut-être que plus tard, on n'aura plus les mêmes référentiels. En gros, ce que tu évoques là, en fait, c'est tous les éléments qui sont de la justice civile, pas la justice pénale. Oui, oui, parce que je suis pas en train il faut dissocier. La personne, par exemple, prenons quelqu'un qui commet un acte qu'on va dire criminel, et on peut se dire, est-ce que cette personne est libre? Alors, je, je- quand c'est quoi, hein, par exemple, hein, bah, ça peut être quelqu'un qui a braqué ou qui a volé quelqu'un. J'ai j'ai un copain qui était allé à Marseille tout récemment, et sa voiture, sa voiture, et quand il est arrivé à sa voiture, il manquait un pneu. Bon, alors, on peut dire que c'est un vol c'est un vol plutôt ennuyeux. Hein. Je lui dis bah tiens finalement tu as une roue libre. Mais c'est vrai que il avait une roue libre, mais il en manquait elle faisait défaut quand même cette roue. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant d'avoir des gens qui commettent des délits de ce type-là. Mais est-ce que la personne qui commet le délit est libre? Euh, c'est toujours la question. Après, je suis pas en train de chercher des excuses ou des explications à qui que ce soit, parce qu'on pourrait à partir de là en trouver à Sarkozy par rapport à tous les méfaits qu'il a fait, qui lui sont reprochés. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent une explication. Hein. Donc, est-ce que la personne est libre lorsqu'elle commet un vol, lorsqu'elle commet une dégradation, c'est fondamental de pouvoir se poser la question. Parce que c'est pas des circonstances atténuantes. C'est objectivement, est-ce que la personne est libre de ses états émotionnels, de ses colères, de ses envies, de ses besoins, etc., de ses privations, et qui font qu'elle va se comporter d'une certaine manière. Est-ce que la punition va permettre de corriger ça? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est justement là-dessus que je voulais aller, parce qu'en fait, ça change la façon d'accompagner des personnes qui n'ont pas respecté la loi à un moment ou à un autre, dans la façon, finalement, de leur permettre d'avoir plus de connaissances sur ces éléments pour savoir comment faire autrement et ne pas avoir simplement de la répression, mais aussi de l'accompagnement à un certain niveau de conscience de ce qui se passe et de ce qu'il est possible de faire. Et après, évidemment, elle fera ses choix. Mais tant qu'elle n'a pas conscience de ce qu'il est possible, c'est aussi une possibilité qu'elle n'a pas été libre dans ce choix-là. Donc, pas vraiment sur, là, si on est sur le pénal, pas vraiment, on ne regarde pas là si une sanction, elle est bien ou elle n'est pas bien. On dit, finalement, on pourrait aussi l'accompagner pour augmenter son indice de conscience et lui permettre de faire autrement. Et voilà. Alors, c'est une question qui existait déjà chez nos amis, chez nos amis ancêtres grecs. Puisque je me souviens je crois que c'est dans le livre 2 hein, de la République de Platon, qui était une inspiration de l'école pythagoricienne, dans lequel Socrate reprenait cette idée qui était de dire, attention, est-ce que je ne suis pas esclave de moi-même? Parce que dans la relation maître-esclave, la première des choses à régler, c'est l'état de soi-même dans la relation avec soi. Est-ce que je ne suis pas esclave de moi-même? La première des choses qu'il faudrait, c'est que je sois maître de moi-même. Mais c'est une vraie question, parce que comment est-ce que je deviens maître de moi-même? Eh bien, la seule manière, c'était ce que disaient nos prédécesseurs, déjà, qui avaient compris ça, mais c'est toujours pas mis dans les enseignements. Je trouve dommage qu'on n'enseigne pas la liberté. Aujourd'hui, les enfants, j'ai une bonne nouvelle, on va faire un cours de liberté. Alors c'est quand même fondamental. Eh bien, moi, c'est ce que je propose, hein, c'est que la liberté devienne un vrai sujet d'enseignement, et c'est pas de la philosophie. Parce que, parce que c'est déprécier
je ne veux pas dire que la philosophie n'est pas quelque chose qui peut être intéressant, mais c'est un cours de liberté. C'est savoir comment est-ce que je vis moi-même mes états émotionnels, comment est-ce que je vais faire de la régulation, une jalousie par exemple. Je vois là, il y avait une vidéo qui m'a vraiment marqué tout récemment. C'est un gosse qui doit avoir 12 ou 13 ans ou 14 ans, je sais pas, et qui raconte qu'il est harcelé à l'école et que ça lui fait vraiment du mal. Et là, il a cette intelligence, je dirais, d'utiliser les réseaux sociaux pour dire sans dénoncer qui l'embête, mais pour pouvoir dire, ben, voilà, je suis sous l'emprise de personnes, d'enfants, hein, d'enfants de son âge, qui le harcèlent. Alors on le voit, bon, c'est un gosse qui a rien de particulier hein, sur son visage. Il semble tout à fait serein, d'ailleurs, quand il dit ça. Il le dit, et c'est vrai que sur le coup, ben, il perd sa liberté. C'est ce qu'on peut voir. Il n'est plus libre de vivre bien. Il est sous l'emprise. Alors, c'est pas une emprise telle que disent souvent les psychos. Hein. C'est pas quelqu'un qui est soumis. La preuve, c'est qu'il arrive à s'extraire. Mais il y a des gens il y a des enfants qui interfèrent sur sa vie. Et là, je me suis dit, tiens, tu vois, les responsables de l'établissement scolaire, s'ils reconnaissent ce gosse, eh bien, ils pourraient très bien se dire, attends, c'est important ce qui se passe. On pourrait faire une intervention pour faire réfléchir l'ensemble. C'est-à-dire, j'ouvre un amphithéâtre et je fais réfléchir l'ensemble des enfants sur ce qu'est, non pas le harcèlement, parce que c'est une manière de traiter la chose par le négatif, mais sur ce qu'est la liberté. Et sur comment on prive l'autre de liberté. Et comment on peut, très bien, soi-même, ne pas être libre dans la privation de la liberté de l'autre. Et c'est là, hein, tu me vois venir, c'est que ma liberté ne s'arrête pas à celle des autres. C'est faux, c'est complètement faux. Évidemment que c'est un raccourci, et je vous invite vraiment à y réfléchir, parce qu'on s'aperçoit que les gens qui passent les meilleures ententes dans les médiations sont ceux qui comprennent que leur liberté s'étend au travers de celle de l'autre, et que c'est en comprenant comment l'autre peut être libre qu'eux-mêmes peuvent mieux vivre leur liberté. Et c'est là où en fait on a une autre pensée pour la liberté et que la médiation professionnelle ne peut pas avoir le même référentiel que le droit, que ne peut pas avoir le référentiel de la soumission ou de la résignation ou de la servitude volontaire. Parce que tous ces ensembles-là, c'est vraiment ma liberté s'arrête à celle des autres. Et pourquoi? Ben parce que l'autre est un adversaire possible. L'autre est un ennemi possible. On le voit, c'est dramatique de voir que dans les politiciens aujourd'hui ne savent, enfin c'est pas les politiciens, disons, ce sont ceux qui arrivent en politique. C'est différent. Parce que j'ai toujours fortement apprécié ces réflexions approfondies sur la manière d'approcher la vie en société. Et quand je dis un politicien, je veux dire, pour moi, c'est quelqu'un qui a la préoccupation du bien commun, du sens commun, et aussi qui s'intéresse au sens de la vie en société. Donc, et qui est ouvert, et non pas qui est un idéologue. Et je vois aujourd'hui, bah, on a des gens qui sont enfermés par des idéologies, que ce soit aux États-Unis, en France, avec tous les gestionnaires. Alors, ils gèrent des comptes, ils font des calculs. Ils sont là emprisonnés, ils nous ont emprisonnés par une représentation comme quoi notre humanité est endettée pour des générations et des générations. Parce que là, quand ils parlent de dette publique, maintenant, c'est le discours enfermé, quoi. On n'est plus libre parce qu'on est endetté pour des siècles et des siècles.
D'ici là, on sera tous morts, hein, tous ceux qui sont en train d'écouter, et puis ceux qui sont pas encore en train d'écouter, mais qui sont à côté. Eh ben, on endette les générations futures, ce qui est une absurdité, parce que les gens vont arriver sur la planète et ils sont déjà endettés. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà soumis et en état de servitude. C'est quand même incroyable, quoi, que des gens puissent ne pas avoir une réflexion plus supérieure. Parce que c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend, et donc c'est ce qu'il faut tracer. Et c'est là où la médiation, en fait, professionnelle, avec l'ingénierie systémique relationnelle, peut faire réfléchir les personnes sur le sens d'être libre. Et votre liberté ne peut pas s'arrêter à celle des autres. Regardez, si vous allez dans un pays où il y a une dictature, une vraie dictature. Je veux dire, bah, même une fausse, hein, mais prenons une vraie dictature, histoire de bien mettre les choses en scène. Ben, vous ne serez pas libre. Moi, je me souviens que je suis allé à l'époque où il y avait, où ça chauffait en Yougoslavie. C'était un pays qui était magnifique, hein, mais où j'ai passé de super moments. Et donc, c'était en 87, hein, 1987, 88, 87. Et donc, je suis allé là-bas. Et il y a des gens qui me disaient, Jean-Louis, tu peux pas aborder ce sujet-là ici maintenant. Non, je peux pas te parler. Pourquoi? Ben parce que je peux pas. Et sur le coup, ma liberté s'arrêtait, s'arrêtait à celle de l'autre. Oui, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, je n'étais pas libre parce que l'autre n'était pas libre. Et voilà, c'est ça. Donc, vous comprenez que à partir de ce moment-là, je peux réfléchir autrement en me disant, ma liberté s'étend au travers de celle de l'autre. Alors, il y a une réaction dans le chat qui est intéressante parce que la personne dit, alors c'est oui mais non attachante, le pseudo, qui dit c'est pas comparable, c'est pas la même histoire. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez bien suivi en fait ce qu'on est en train de dire, c'est que à partir du moment où il y a quelqu'un qui n'est pas libre, ben, personne n'est véritablement libre. Et donc que ça se passe en France ou en Yougoslavie, à l'heure actuelle, hein, donc dans n'importe quel pays où il manque de liberté, ça veut dire que si on se déplace dans ce pays-là, eh bien, on est limité par la liberté relative des autres. Et que donc, en tant que médiateur professionnel, ce que nous, on essaie de promouvoir, c'est évidemment autour de soi, rendre les gens les plus libres possibles, mais au-delà de son entourage, de pouvoir participer aussi à ça, parce que on sait très bien que il faudrait que tout le monde soit libre pour être véritablement libre. Et ça, pour ça, ben, il faut l'apprendre. C'est ça. C'est donc que la personne qui réagit, merci pour ta présence et votre présence. Mais c'est aussi le fait de se dire, si on ne peut euh, apprécier quelque chose qu'à partir du moment où on l'étudie, on le recherche. Et moi, je suis très bien placé pour me dire, la liberté, c'est quelque chose qui est fondamental. Je pense que c'est quelque chose qui est indispensable. Ça fait tout le sens de mon existence, de me dire, ben, j'ai fait le choix d'enseigner et de propager la liberté de décision, en l'occurrence. Et la liberté pour pouvoir décider par soi-même. C'est-à-dire, pour pouvoir décider par moi-même, eh bien, il faut que je puisse m'extraire au maximum de ce que Descartes avait parfaitement identifié. C'est le phénomène des passions et de ce qu'on appelle aujourd'hui des émotions, et qui nous empêche d'être libres. Et puis, bien sûr, avec tous les préjugés que ça entraîne, hein, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que les gens, avec les peurs, quand ils ont peur, eh ben, ils font peur aux autres. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils ont peur de leur état d'existence, du fait qu'ils n'ont pas choisi de naître, par exemple, et donc ils attribuent ça à des forces supérieures. Et si jamais on conteste ça, ben, on risque de bouleverser leur état de pensée et leur état émotionnel, et ils ne supportent pas ça, ils deviennent agressifs. C'est les fanatismes.
Et donc, les fanatismes atteignent à la liberté. C'est-à-dire, les fanatiques ne sont pas libres. Et de fait, pourquoi? Ben, parce que je veux dire, c'est un manque de d'information dans les écoles. Dans les écoles de la République aujourd'hui, il devrait y avoir, j'insiste, un cours de liberté, de façon à ce que les gens comprennent que, eh bien, leur liberté s'étend au travers de celle des autres et ne s'y arrête pas. Et que, bien évidemment, que je suis pas en train de dire qu'il faut détruire le système judiciaire qui existe, parce que je pense qu'il y a quand même une nécessité dans l'évolution humaine des comportements, qu'il y a une nécessité de ce genre d'outils, mais qu'en matière civile, il y a une opportunité de faire grandir la pensée des gens et la qualité de conscience. Donc, que je vois, il y a des articles qui pleuvent là, en ce moment là, concernant la médiation obligatoire. J'ai vu sur Boursorama, par exemple, un article très très critique qui disait que euh, la, la médiation allait augmenter les coûts des divorces, etc. Mais c'est pas la médiation qui augmente les coûts des divorces. C'est le système judiciaire et juridique qui est mis en place, qui fait que déjà, pour pouvoir divorcer, il faut avoir deux avocats. Moi, j'ai déjà eu l'expérience du divorce, et puis il y avait qu'un seul avocat quand on était par consentement mutuel. Maintenant, il en faut deux. Donc, si ça va pas, donc sur Boursorama, l'article dit, ben, si en fait vous trouvez pas d'accord, c'est-à-dire un accord libre, hein, quand on soit bien d'accord, eh bien, ça va impliquer une action judiciaire. Ben, tout simplement, il faut le dire, c'est que si le médiateur professionnel, le médiateur qui intervient, n'est pas très compétent pour pouvoir aider les gens à réfléchir, bah, les gens vont pas réfléchir en termes de qualité de conscience. Et si dans l'environnement, il y a des gens qui ont intérêt à entretenir l'état de conflictualité, alors là, c'est vrai que ça va poser problème. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une période transitoire où la médiation arrive, elle est tout de suite critiquée. Et c'est ça qui est formidable. Vous remarquerez quand une idée géniale, eh ben, elle est tout de suite critiquée, hein, c'est pas nouveau. Et puis après, ben, ça va progresser, elle va rentrer dans la culture, et puis on se dira, bah oui, c'est une évidence. Comme d'ailleurs, ça s'est passé quand j'avais dit, la médiation obligatoire va venir, j'avais dit ça il y a 25 ans, et bien, ça y est, dans médiation administrative, il y a des systèmes de médiation, des dispositifs de médiation obligatoire, et c'est très bien, parce que ça aide les gens à se situer librement, à réfléchir librement, et au lieu de le faire sous la contrainte de quelqu'un qui interprète la relation et qui donne une lecture de la relation qui n'est pas du tout ce qu'était la relation hein, antérieurement. Donc, vous voyez, l'enjeu, il est là. Il est de promouvoir une profession qui est la profession qui représente, en fait, l'exercice, le plein exercice de la liberté de décision, qui est un point fondamental de la qualité de la vie. Et vous voyez, si j'ai pas choisi de naître, en tout cas, j'ai choisi et j'ai décidé de poursuivre. Maintenant que j'ai compris que je pouvais décider et que je décide d'orienter et de regarder et d'avoir un lendemain, ce qui est quand même assez extraordinaire. Parce que si je choisis de ne pas voir tout de suite, ben je vais dormir. Hein, c'est aussi une autre possibilité. Enfin, faire silence mental, etc. Donc, j'ai la possibilité de passer au lendemain avec différentes manières, différentes prédispositions d'esprit. C'est la liberté de décision qui est là, qui est essentielle, qui est fondatrice dans la vie, dans tous les cas. Et ça vaut le coup de pouvoir l'étudier et de pouvoir la promouvoir. La profession de médiateur, telle que nous l'avons créée, telle que nous la promouvons, et le 16 et 17 octobre, la semaine prochaine, à Paris, on organise un symposium de la médiation professionnelle, comme tous les ans. L'an dernier, c'était à Abidjan. Cette année, c'est à Paris. Et, et en 2027, ça sera également à Paris, hein, et ça sera au mois de juin, parce qu'on va changer.
Donc depuis le Mais 26. là, cette année, c'est 16 et 17 octobre à Paris, dans le 13e arrondissement. Vous pouvez vous inscrire sur le site Symposium de la médiation auprès de l'EPMN, hein, www.epmn.fr. Et là, vous avez la possibilité de librement choisir de venir. Alors, peut-être qu'on peut préciser aussi par rapport au symposium. Alors, j'ai mis le lien là dans le chat en direct. Je le remettrai dans la vidéo après en replay. Mais il y a une possibilité, il y a deux possibilités en fait pour assister au symposium. C'est soit vous venez physiquement et vous en profitez pour échanger avec les médiateurs et découvrir encore plus ce qu'est la profession de médiateur, mais vous pouvez aussi assister à ce symposium en visio si vous ne pouvez pas vous déplacer ou s'il est trop tard pour réserver un hôtel pour la semaine prochaine. Vous pouvez aussi le suivre en visio et on vous accompagnera de manière à ce que l'expérience soit la plus agréable possible. Donc, c'est dans Paris, dans le 13e arrondissement, à côté de la place d'Italie. Hein, donc pour vous situer, si vous voulez réserver un hôtel dans le coin. Voilà, mais cela dit, Paris, ça se fait à pied. Hein. Donc Paris, c'est la capitale de la liberté, non? Non? Non, pas toujours. Mais en tout cas, ça sera avec plaisir que nous vous accueillerons au symposium de la médiation ou qu'on peut vous accueillir aussi dans nos formations qui ont lieu tous les ans, tous les ans et tous les mois d'ailleurs. Il y a des ouvertures tous les mois de la formation de la profession de médiateur et puis on fait aussi de la formation à la qualité relationnelle dont nous sommes les initiateurs. Voilà, je vous remercie et je vous salue. Merci. Merci Jean-Louis, merci à toutes et à tous. Alors la semaine prochaine, il n'y aura pas d'hebdo de la médiation puisqu'on sera à la veille du symposium. On va se concentrer sur le symposium, donc on se retrouve dans 15 jours pour un prochain hebdo de la médiation et on se retrouve, si vous le souhaitez, la semaine prochaine pendant le symposium en direct, en visioconférence, pardon, ou en présentiel. On vous attend. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Passez une excellente semaine et à très vite. Et si ça vous intéresse, dites-le si vous voulez que je vous envoie le texte. Hein, n'hésitez C'est- pas. Au revoir. Au revoir. Salut Jérôme. Salut. Oui, Jean-Louis, je ne l'ai pas dit. Il y a une demande.